On vous emmène en Antarctique maintenant, sur les pas d'une équipe de scientifiques qui va s'envoler pour le continent blanc pour analyser la glace souterraine. Et figurez-vous que cela doit permettre de mieux comprendre les changements climatiques à l'œuvre dans cette partie du globe. Jean-Louis Tison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes glaciologue à l'ULB. Donc on va faire du carottage. Vous allez prélever des échantillons de glace à 300 mètres de profondeur. Ça doit servir à quoi ça ? Alors, disons que notre préoccupation principale, c'est de comprendre comment l'Antarctique influence et va influencer la montée du niveau marin dans le futur. Donc ça, c'est l'idée globale, si vous voulez. Et c'est en fait, vous savez que suite au réchauffement, nous avons déjà pris 20 cm de niveau marin depuis le début de la révolution industrielle, et ça ne fait que croître au rythme actuel de 3 mm par an à peu près. Et donc, si vous voulez voir dans le futur, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Nostradamus, donc vous devez faire appel à ce qu'on appelle des modèles climatiques qui vont essayer de reproduire le mieux possible ce qui va se passer, par exemple, en 2100. Et donc, ce qui contribuera au niveau marin, au fait que le niveau marin va monter, c'est d'une part le fait qu'en chauffant l'océan, vous le dilatez, il prend plus de volume, donc si vous êtes sur une plage, vous voyez le niveau de l'eau qui monte. Ça, c'est ce qui s'est passé en priorité jusqu'en 2013 à peu près. Depuis 2013, le dernier rapport du GIEC, eh bien, on s'est rendu compte que maintenant, c'est la fonte des glaces qui prend le dessus. Donc, la dilatation existe toujours, mais la fonte des glaces prend le dessus. C'est d'abord les glaciers de montagne qui ont contribué à cette augmentation au niveau marin, et maintenant, ce sont les grandes calottes glaciaires qui se trouvent au Groenland, au pôle Nord, en Antarctique, au pôle Sud. Et le prélèvement de ces échantillons, qu'est-ce qui va vous permettre de déterminer ? Alors justement, la raison pour laquelle le niveau marin monte quand les glaces fondent, c'est parce que l'Antarctique, par exemple, va perdre de la glace. Et donc, pour savoir combien de glace il va perdre, vous devez faire ce qu'on appelle un bilan. Vous devez, comme dans un bilan financier, vous devez voir ce qui arrive sur l'Antarctique, la neige qui arrive sur l'Antarctique, évidemment, vient de l'océan. Donc, la neige qui vient sur l'Antarctique fait baisser le niveau marin, puisque vous avez pris de l'eau dans l'océan et vous l'avez mis sur le continent. Par ailleurs, la glace se déplace vers l'océan, devient flottante, fait des icebergs, fond par la base parce que l'océan se réchauffe, et ça, c'est une perte. Et donc, ce que nous essayons de voir, c'est la balance entre ce qui est apporté à l'Antarctique et ce qui est perdu par l'Antarctique. Et si ce qui est perdu l'emporte sur ce qui est apporté, eh bien, nous avons contribué à l'augmentation du niveau marin. Et c'est ce qui va se produire. Mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que là, vous allez récupérer des échantillons de glace qui datent du XVIIe siècle. Voilà, c'est ça exactement. que vous m'avez dit. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Comment, grâce à cela, vous allez pouvoir en déduire certaines choses ? Eh bien, ce qu'on va lire dans les carottes de glace, si vous voulez, c'est quelle quantité de neige est tombée tous les ans. On peut faire ça avec ce qu'on mesure dans la glace depuis à peu près 4 siècles. 300 mètres, c'est à peu près 4 siècles de temps. Et donc, on va pouvoir dire comment l'homme, en influençant le climat, a influencé la quantité de neige et de glace qui est apportée sur l'Antarctique. Et ce qu'on va demander aux modèles de l'UCL qui travaillent avec nous, qui sont des top level mondial au niveau de la modélisation du climat, on va leur demander de reproduire, ils vont faire tourner leur modèle pour voir s'ils arrivent à reproduire pendant les 400 dernières années ce que nous voyons se passer dans les carottes de glace. Alors deux choses l'une, où le modèle fait ça très bien, et donc nous savons que nous pouvons faire confiance au modèle pour nous dire ce qui va se passer en 2100. Puisqu'il a fait ses preuves, si vous voulez, ou bien on va se rendre compte qu'il y a des différences et donc on va aider le modèle à s'améliorer pour diminuer les incertitudes sur le niveau marin en 2100. Oui, c'est ça. Et là, on n'a pas encore de modèle précis. Aujourd'hui, quelles sont les données dont on dispose sur une possible élévation ? Donc, je vous ai dit, ce qui est mesuré, on a pris à peu près 20 cm depuis la révolution industrielle. On ne sait pas mesurer ce qui va se passer dans le futur. Les modèles sont, comme je viens de vous l'expliquer, validés sur ce qui s'est passé dans le passé. Et on a des modèles qui tournent déjà très bien, qui sont déjà très bons. Mais si vous regardez la fourchette de prédiction pour 2100 au niveau marin, ça va de plus 25 cm à plus d'1 mètre. Donc, vous voyez, l'incertitude que donnent ces modèles reste encore très grande. Alors, elle est liée à deux choses. Elle est liée au fait qu'on ne sait pas comment l'homme va se comporter. Donc, dans ces modèles, il y a évidemment les gaz à effet de serre produits par l'homme, et donc on ne sait pas comment ils vont contribuer au réchauffement dans le futur. Donc ça, c'est une grosse inconnue qui explique l'incertitude, mais il y a aussi le fait qu'on ne sait pas très bien quelle est cette balance en Antarctique entre la quantité de glace qui est apportée et la quantité de glace qui est perdue. Et c'est ce que nous allons raffiner. Nous allons essayer d'aider les modèles à travailler mieux pour être plus proches de la réalité, diminuer l'incertitude. Alors vous n'en êtes pas à votre première mission, hein. Vous en avez déjà fait une vingtaine, d'après ce que vous m'avez dit. Celle-ci sera la 22e. Ouais. Alors vous le voyez changer, ce continent, déjà ? Oui, alors, c'est-à-dire que ce qu'on voit, par exemple, ce qui est le plus visible, c'est par exemple qu'en Antarctique, comme il fait très froid, vous avez très peu d'eau
la glace fond très peu, même en hiver, parce qu'il fait encore suffisamment froid pour qu'elle ne fonde pas. De plus en plus, on voit que sur la côte, notamment, on voit apparaître ces zones de fusion. Pour le moment, c'était surtout au Groenland, qui est un peu plus chaud, qu'on voit une perte de masse de glace sous forme d'eau de fonte. Ici, maintenant, ça commence à se produire en Antarctique. C'est peut-être ce qui est le plus visuellement détectable. Et donc, les paysages sont en train de changer totalement? Alors, les paysages, vous savez, c'est de la neige, donc ça reste blanc. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous avez de l'eau en surface, ça devient plus foncé, donc les couleurs changent peut-être un peu, mais ça ne change pas. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux sur le continent, donc je veux dire, ça reste le continent blanc. Mais on a cette sonnette d'alarme de l'eau de fonte qui apparaît en bordure de côte. Oui, et donc c'est pas à vous qu'il faut dire que la diminution des émissions de CO2, c'est essentiel. Non, en effet, je serais très triste de ne pas être là à la manifestation qui va se produire le 2 décembre, ce dimanche, donc justement pour essayer de prendre conscience que nous devons, dans les 2 décennies qui viennent, réduire de moitié la quantité de dioxyde de carbone que nous mettons dans l'atmosphère. Donc c'est ce fameux rapport du 1,5 degré, essayer de réduire l'augmentation de température à 1,5 degré en 2100. Oui, mais là, vous y croyez encore, vous? Alors, c'est peut-être, on quitte un petit peu votre domaine de compétences, mais est-ce que vous restez optimiste? Alors, je suis quelqu'un d'optimiste par définition, donc je reste optimiste. Je pense qu'en effet, le grand message de ce rapport du GIEC qui vient de sortir, là, c'est de dire il est encore temps de faire quelque chose, mais ce quelque chose, on doit le faire dans les 10 ans qui viennent. En 2030, nous devrons avoir réduit de moitié nos productions de dioxyde de carbone et nous devons aussi travailler sur les technologies pour qu'une partie de ce dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, nous puissions le stocker, par exemple, en profondeur dans les couches géologiques pour que l'effet de serre diminue. Et ces technologies ne sont pas encore au point et donc il faut vraiment pousser sur le champignon pour développer ces technologies. Alors là, vous partez pendant 6 semaines. On a vu quelques images de l'embarquement de votre matériel. Ce sont des conditions compliquées dans une mission comme celle-là? C'est toujours compliqué parce que c'est du matériel qu'on envoie à l'autre bout de la Terre. Ici, il y avait juste une demi-tonne. D'habitude, on trimballe 1,5 tonnes. Donc là, on voyage léger cette fois-ci. Mais donc, c'est toujours compliqué. Il y a un relais par l'Afrique du Sud, dans ce cas-ci, qui est en face de la région où se trouve la base belge. Et puis, il faut mettre ça dans un avion spécial qui peut atterrir sur la glace. Et puis, il y a encore un autre petit avion qui nous emmène à la base. Donc, c'est vite time consuming. Et ce sont mais c'est l'été. Et donc, je dirais que les conditions de température sont encore tout à fait viables. Et puis on a l'habitude. Alors on imagine qu'il y a énormément de travail pendant ces 6 semaines. Est-ce qu'il y a tout de même des moments magiques, des choses qui vous restent de toutes ces missions avec ce que vous avez pu voir? Oui, c'est une chose. On retourne au bout de 22 fois, je redécouvre toujours des choses, je redécouvre toujours l'atmosphère, le silence, la grandeur des paysages. Et puis aussi, c'est un travail d'équipe. Et je veux dire... c'est formidable de voir que autant de nations peuvent travailler ensemble, parce qu'il n'y a pas que des Belges, il y a des Américains, il y a des Hollandais qui sont dans Alors on voit des images de la station Princesse Elisabeth. Vous serez à quelques kilomètres de là en campement? Ah oui, c'est ça. Donc on passe par la station pour s'entraîner, apprendre à descendre dans des crevasses et en ressortir surtout. Donc tout ça, c'est un entraînement qu'on reçoit pendant 4-5 jours. Et puis on va à 200 km sur la côte pour travailler sur ce qu'on appelle un ice rise, une espèce de petite calotte, mini-calotte qui a enregistré de manière très, très, très efficace, si vous voulez, les changements dans la glace. Et là, vous vivez en autarcie pendant 6 semaines, pendant quelques semaines? Oui, on vit à 5-6, on dort sous tente, mais c'est très agréable. Voilà, on s'amuse bien, on travaille beaucoup, parce que le problème, c'est qu'il fait clair tout le temps, donc vous n'avez pas tendance à dormir. Et si vous exagérez trop, très vite, vous vous rendez compte qu'il est temps que vous vous arrêtiez. Mais donc, c'est une très courte période de temps. C'est des missions qui coûtent très cher, qui sont financées par l'État fédéral, d'ailleurs, disons-le, encore. Heureusement, malheureusement, on veut nous le tuer. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Ça coûte très cher et donc, on doit absolument en tirer le maximum. Et donc, on travaille jour et nuit. Merci en tout cas pour toutes ces explications et bon voyage. Merci à vous et joyeux Noël et bonne année. Oui, voilà, et on peut suivre donc toutes vos aventures sur un blog dont on a vu l'adresse apparaître sur Antenne.